48, 51, 49, etc., ça n'a aucune valeur dans la mesure où, comme je l'ai dit hier, très mal, par ailleurs, c'est pas une élection, c'est 50 cette élection, elle est fractionnée en 50 élections identiques dans 50 États. Tu gagnes un État, tu prends les grands électeurs de cet État. Hier, j'ai dit que la Californie, c'était 39, non, c'est 54. Il y a des États où si tu gagnes, tu prends 3 grands électeurs. Donc, vous avez compris aisément que ce qui est intéressant, c'est surtout de connaître les sondages au sein, État par État. Là, c'est beaucoup mieux. Deuxième chose, lorsqu'on vous donne un sondage, demandez à voir la marge d'erreur. C'est 2, 2,5, 3, 3,5. Voilà, parce qu'une marge d'erreur, 3,5, ça peut donner un écart de 7. Donc quand on vous dit, ils sont au coude à coude, ouais, mais ils pourraient être aussi très éloignés l'un de l'autre. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses bizarroïdes, parce qu'on a l'impression que Trump, il n'est pas si proche que cela de Harris, qu'il a une petite avance et qu'ils essayent de la masquer en nous proposant soit un sondage qui ne veut rien dire, soit en nous donnant des sondages en oubliant de parler des écarts, et ces écarts types sont très importants. Ça, c'est une chose. Alors, je vous passe la vidéo et après, on va la commenter un petit peu si vous avez des questions, parce que honnêtement, ça paraît simple comme ça, mais le scrutin américain, il est super compliqué pour rien. Alors, allez, c'est parti. Trump-Biden, le duel au sommet. Ces images sont celles de 2020. Et pourtant, c'est probablement le match retour qui attend les Américains le 5 novembre 2024, avec les mêmes cravates rouges pour les républicains et bleues pour les démocrates. L'Amérique est donc dans les starting blocks pour de nouvelles élections. Mais quelles sont les étapes pour désigner les candidats à l'investiture? À vos marques pour un décryptage. Qui dit élection américaine dit avant tout primaire, car c'est d'abord un scrutin indirect. Les Américains vont choisir leurs délégués, puis leurs grands électeurs, qui, eux, éliront le président et le vice-président, 3 étapes donc. Ce mode de désignation est un héritage de la Constitution américaine de 1787, écrite à une époque où seuls les citoyens lettrés étaient jugés dignes d'élire leur président. Les délégués se retrouveront en été pour leur convention nationale démocrate et républicaine pour donner leurs candidats respectifs. Ces primaires concernent tous les Américains en âge de voter, souvent à 18 ans, mais pas toujours, car les États-Unis sont un État fédéral qui délègue à ses 50 États le droit d'organiser les règles autour du vote, une spécificité américaine. Quand vous demandez aux Américains s'ils trouvent ça juste ou injuste, ils trouvent ça problématique et en même temps, ils vont vous dire que c'est parce que leur pays est un État fédéral et que donc il faut respecter le droit des petits États, des 50 États dans l'élection présidentielle. À quoi servent ces primaires organisées par les États? À choisir les délégués, aussi appelés grands électeurs, qui les représenteront à la convention de leur parti. Il y a 2 types de primaires. Les primaires dites ouvertes, tout citoyen peut voter, elles sont financées par l'État. Et les caucus, financés par les partis où seuls les membres peuvent participer. Un tiers environ des États organisent des caucus, les autres préférant les primaires. Le premier État à ouvrir le bal, c'est l'Iowa, et c'est le Parti républicain qui donne le top départ. Ce petit État rural du Midwest, qui représente moins d'1% de la population, prend toute son importance car il donnera les premières tendances. Les démocrates, eux, sont appelés le 23 janvier dans le New Hampshire, un mode de scrutin dont le fonctionnement pyramidal est remis en question. Aujourd'hui, je sais qu'il est très discuté, même sur une des pages du gouvernement américain, il est écrit « Si vous voulez parler à votre sénateur de changer le système, appelez ici ». Donc je sais qu'il est en grande discussion. Pour moi, personnellement, ça ne me gêne pas. J'ai regardé, il y a eu 2 ou 3, si je ne me trompe pas, fois dans toute l'histoire des États-Unis où le vote, on appelle ça le vote populaire, a été différent que celui des grands électeurs. Donc, dans toute l'histoire des États-Unis, c'est peu en fin de compte. C'est juste que plusieurs de ces fois ont été récentes. 5 mars, le jour symbolique, digne du Super Bowl pour les Américains, c'est le Super Tuesday. Véritable temps fort, les 2 partis organisent leurs primaires dans 14 États simultanément. Alabama, Arkansas, Californie, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont et Virginie. Les 2 États phares qui seront suivis de très très près sont la Californie, plutôt tendance démocrate avec ses 40 millions d'habitants, face au conservateur Texas, républicain, avec ses 30 millions d'habitants. Mais une question se pose.
Donald Trump sera-t-il présent au Super Tuesday? Car la veille, le milliardaire républicain a un rendez-vous crucial avec le juge qui donnera son verdict pour les pressions électorales qu'il a exercées en 2020. Il aura de nouveau rendez-vous avec la justice 3 semaines plus tard à New York pour son procès pour des paiements suspects à une ancienne actrice de film X. Donald Trump a une telle personnalité, un tel charisme, il faut le dire, que toutes ces tâches réputationnelles ne lui nuisent pas. Et je dirais même qu'il a un positionnement anti-élite, victimaire, etc., un petit peu délirant, mais qui fonctionne très très bien avec sa base, au point que ces dernières inculpations ont semblé l'avantager dans les sondages auprès de la base du Parti républicain. 2 États, le Colorado et le Maine, eux, ne sont pas sous le charme de Donald Trump, invalidant déjà sa candidature. 14 votes de grands électeurs sont donc en jeu. La décision est actuellement dans les mains de la Cour suprême. Elle est composée de 9 juges, dont 3 ont été désignés par Donald Trump. Rôle absolument décisif dans le... Désolé les amis, je savais pas que même Arte c'était comme ça. Tu vois un titre, mode d'emploi présidentiel, et en fait c'est la moitié de la vidéo, c'est pour dire que Trump il fréquente des actrices anciennement porno et machin. Il me saoule en fait. Même moi Trump à la base j'en avais rien à foutre, mais en les écoutant je l'adore en fait. Non mais c'est vrai, je veux dire, pourquoi elle nous parle de ça? C'est pas le titre, madame. Le titre c'est d'expliquer un scrutin électoral qui démarre, qui prend 1 an, un processus qui est très compliqué, qui interpelle. Qu'est-ce que tu nous parles de Trump, de ceci, cela? Alors, et en face, c'est quoi? Et en face, ils ont fait quoi? Elle ose te dire que le gars se victimise. Mais tu te fous de ma gueule, madame? Sérieusement? Ils se victimisent de quoi? Ça, c'est les gens qui te font des saloperies par derrière, par devant, tu les attrapes, ils te traitent de parano. Alors que non, il y a une réalité. Non, excusez-moi, mais même les gens qui aiment pas Trump ont bien vu qu'un système s'est acharné contre lui. Cette année, il s'est sorti de 6 affaires. On va en parler de ces affaires. Parce que elle, comme elle en parle, c'est des affaires à 2 balles. Hein. Les Américains se sont pas trompés. Donc, excusez-moi, je suis légèrement agacé par cette vidéo que je n'ai pas eu le temps de voir au complet. Je m'attendais à ce qu'elle vous explique un système, mais on va en parler. Je vais le présenter et ensuite je vais converser avec mes camarades Fabio et Jungle qui nous a rejoints. On a aux USA, il y a plusieurs choses qui sont gênantes. Hein. La démocratie, c'est pas seulement se donner l'illusion d'une démocratie. La démocratie, c'est pas le vote. La démocratie, ça a toujours été la libre expression des différents courants, majoritaires ou minoritaires, sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait de heurts dans un espace public, avec les moyens qui vont avec, etc. Je veux dire, si tu n'as pas le droit de penser, tu n'as pas le droit de t'exprimer ou tu es encadré, tu n'es plus en démocratie. Tu auras beau voter pour ce que tu veux, on sait très bien que le vote, c'est juste un rouage de la démocratie. Donc déjà, je ne pense pas que les USA soient une démocratie dans le sens où ils l'entendent. Maintenant, ça reste une démocratie par rapport à la Corée du Nord ou par rapport même à nous. Même si nous aussi, il y a des éléments démocratiques dans notre pays. Je poursuis un petit peu. Pourquoi je dis ça? Le problème de l'élection américaine, il y en a plusieurs. Déjà, on a, comme c'est des États fédérés qui sont fédérés pour créer une fédération qu'on appelle l'État fédéral, ils ont quand même décidé de garder des petits éléments de souveraineté. Et l'un des éléments de souveraineté, c'est je décide des règles du jeu en matière de vote dans mon État. Ça provoque une cacophonie. Mais en même temps, si on n'avait pas fait ça et si l'État fédéral avait imposé une règle électorale comme en France, hein, unanime qui s'applique à tous les États, on aurait dit « Ah, c'est pas bien, vous pouvez magouiller », alors que là, chaque État peut contrôler. Hein, parce qu'à la base, c'était pour éviter les magouilles. Chacun crée ses propres règles. Première chose. Il y a cette histoire de vote par correspondance, où tu as des gens qui envoient des courriers mal contrôlés, mal fichus. Quelquefois, ils sont même comptés alors qu'ils ont été envoyés 1 jour ou 2 après. C'est bizarre. Ces courriers sont entreposés on ne sait pas où. Ils sont gardés par on ne sait pas qui. Bref, il y a matière à trucage. Je dis pas qu'il y a trucage. Hein. Je vais pas parler de trucage. Je dirais juste qu'il y a matière à suspicion. C'est problématique pour ce genre une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans, tu vas aller te prononcer. C'est un acte fort, hein, la présidentielle. C'est pas pour rien que même en France, les gens y vont à la présidentielle. Aux USA, c'est 66,6%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2020. Je vous épargne les différentes fraudes. Et donc, on a quoi? On a un système qui est en fait un système miroir, puisqu'on a les primaires et on a l'élection ensuite. On a une campagne pour les primaires, on a une campagne pour l'élection, campagne officielle qui démarre après les 2 conventions. Et il y a 2 conventions, mais il y a aussi des candidats qui arrivent qui sont dits indépendants.
Aujourd'hui, on a Chase Oliver et Gilles Stein. On en parlera tout à l'heure. Donc, on a le processus des primaires. En général, quand tu veux être candidat, tu crées un comité exploratoire au départ. Tu vas explorer tes chances. En fait, tu vas voir s'il y a du pognon à prendre. Une fois que ton comité exploratoire a vu qu'il y avait plein de promesses de dons, on le voit pour les maires, on le voit dans les séries, tout ça. Ça devient un comité électoral. Là, tu te prépares. Et pour les deux grands partis qui font l'élection, c'est deux grosses machines électorales. C'est pas des partis, en vrai. C'est deux grosses machines électorales qui, tous les 2 ans, préparent une élection. Et en fait, le président américain, il a véritablement 1 an et demi où il est un peu libre. Soit il sort d'une élection, ou soit il doit en préparer une, et donc il peut pas tout faire. Donc il a vraiment 1 an et demi où il peut tout faire, où il n'y a pas des mi-termes devant lui, ou une élection présidentielle, et vous me suivez. Donc, nous avons les primaires. Les primaires ne sont réservées qu'aux 2 grands partis, le Parti démocrate et le Parti républicain. Les autres candidats, les candidats dits indépendants ne sont pas soumis à cette procédure. À quoi sert une primaire? C'est à désigner le candidat officiel de ces 2 camps. Donc, le type, c'est là où c'est putain comme c'est compliqué. Le type, il passe d'état en état faire sa campagne. Comment dire ça? Pendant ce temps, ils vont nommer des délégués. Parce qu'aux USA, quand tu votes pour quelqu'un, tu votes pas pour quelqu'un. Quand tu votes pour quelqu'un, en fait, tu votes pour lui, mais tu le donnes à un autre qui va aller voter pour lui. Et là, ils sont filouartés. Ils te disent, oui, cette tradition de vote indirect, elle est liée au fait qu'à une époque, les gens ne savaient pas lire. C'est pas vrai. C'est lié au fait que c'est un système à la base qui était un système réservé aux grands propriétaires bourgeois qui payaient le cens et qui avaient seuls le droit de voter. Sauf qu'à un moment donné, ça passait plus. Quand tu fais une déclaration des droits de l'homme, les libertés, mon cul, tout ça, tu peux plus te permettre de dire, toi, t'es un demi-homme parce que t'es pauvre, et lui, il est riche, il vote. Donc, on a fait croire que, en fait, il y a des grands électeurs, ça permettait d'éviter des erreurs. C'est pas vrai, ça permet de contrôler un vote. Aujourd'hui, le peuple américain ne va pas voter pour un ticket entre un président et un vice-président. Aujourd'hui, le peuple américain vote pour des grands électeurs qui, eux, ne sont pas soumis, qui, eux, sont soumis à aucune obligation. C'est-à-dire que si Trump la gagne le 17 décembre, les grands électeurs, s'ils ont envie de voter Harris, ils votent Harris. Légalement, ils font ce qu'ils veulent. Et ce système qui est bizarroïde, parce que tu le retrouves dans les primaires avec l'élection des délégués. Je fais campagne dans les primaires, et les gens vont aller voter pour des délégués qui vont m'élire. Et c'est pareil pour le vice-président. Voilà. Vous voyez, on a un système bizarre. Donc ensuite, on a les primaires, alors les primaires, elles démarrent toujours par par le vote de l'Iowa. Sauf que les démocrates, ils le font plus depuis la dernière fois parce qu'ils se sont fait bananer. Normalement, ça démarre par ce qu'on appelle un caucus. Voilà, vous avez des primaires ou un caucus. Le caucus, c'est compliqué. Tu vas quartier par quartier, tu sors ton programme. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail du caucus. C'est très peu utilisé. Il y a 2 États qui utilisent des caucus. Ouais, ça se fait par quartier par quartier avec des votes, des machins et tout. Les primaires, au moins, ça se fait en une journée dans l'État. Boum, les gens votent, ils décident. Telle personne a tant de délégués. Super, c'est lui qui gagne ses primaires. On va aller voir le deuxième. Tiens, vous serez vice-président parce que vous êtes numéro 2. C'est comme ça que ça marche, des 2 côtés. Ces primaires, donc, tu fais tout un tas d'États. Là où c'est important, et on reviendra là-dessus avec Trump, c'est qu'à partir du 5 mars, il y a ce qu'on appelle le Super Tuesday pour les 2 partis. À ce moment-là, ça vote dans 15 États et 15 gros États. Donc, en général, le type qui l'emporte au Super Tuesday, le 5 mars, voilà, normalement, c'est lui qui va l'emporter. Bon, Trump, quand il est arrivé, il avait déjà gagné. Il restait plus que Nikki Haley, je crois. Hein. DeSantis s'est retiré. Bon, lui, il a gagné. Biden a gagné le Super Tuesday parce que pour lui, c'est une formalité. Mais à partir de là, on le sait. Une fois qu'on a dégagé suffisamment de délégués et qu'on sait plus ou moins qui va représenter le parti, il y a les conventions. Cette année, ça s'est fait en juillet pour les Républicains à Milwaukee. Ça s'est fait en août pour les démocrates. Les démocrates qui en ont profité, hein, ils ont attendu la fin de la convention républicaine à Chicago, non pas à Chicago, à Milwaukee, pour dégager Biden et mettre Harris. Beau petit coup de jardin quand même. Hein, voilà, c'est du 15 au 18 juillet pour les républicains. Et les démocrates ont fait leur convention pas loin à Chicago, dans l'Illinois, du 19 au 22 août. Voilà. Cette convention, elle sert juste à officialiser le gagnant. Déjà, il n'y a aucune élection pour l'instant
qui a été lancée, aucune campagne officielle, puisque les campagnes officielles pour l'élection dont on parle aujourd'hui n'ont démarré qu'après, donc fin août, qu'après ces conventions. Donc, vous avez vu, il y a un putain de processus juste pour nommer quelqu'un, et pour Biden ou Trump, on savait à l'avance que c'était eux. Déjà, ça interpelle. Ensuite, le système de vote interpelle. Bref, mais ils aiment bien, ça crée le show. Alors, ils te disent qu'ils aiment bien, ça crée le show, ça fait du boulot, ça fait de l'argent, et puis ça permet de sensibiliser pendant plusieurs mois le citoyen américain qui, à un moment donné, va se concentrer sur les programmes, et c'est mieux comme ça. C'est pas faux, soyons honnêtes. Et donc, démarre ensuite, à partir de fin août, à la fin de la convention démocrate, début septembre, on va le dire comme ça, démarre la campagne officielle. Campagne officielle, donc, qui a vu le désistement de Biden, qui d'un coup est devenu sénile. Hein, c'était bien orchestré tout ça. L'arrivée de Kamala Harris, qui a un peu déstabilisé Trump, et la campagne qui a été dure, qui a été injurieuse, comme d'habitude, des deux côtés. Parce qu'ils oublient de dire que c'est des deux côtés qu'il y a eu des insultes, qu'il y a eu des choses, et puis bon, c'est une campagne électorale. Moi, je la trouve pas si dure que ça. Et là, aujourd'hui, il reste quelques étapes. Le vote a commencé il y a un certain temps, parce qu'il y a ce qu'on appelle le vote anticipé par correspondance, mais le 5, aujourd'hui, c'est le dernier jour de tous les votes. Ensuite, on proclamera un ou une vainqueur. Le 17, alors, parallèlement à ce vote, il y a des grands électeurs, hein, c'est comme les délégués des partis. Il y a des grands électeurs, chaque parti nomme des grands électeurs. Le parti qui emporte l'État avance ses grands électeurs qui sont mandatés, même s'il n'y a aucune obligation légale, pour voter pour le candidat désigné. Donc ces grands électeurs se retrouveront le 15 décembre, je crois, dans leurs États respectifs, si je ne dis pas de bêtises, pour élire le président. Le peuple américain n'élit pas directement le président alors qu'il a un billet, il a une liasse de bulletins de vote qui mettent le nom de Trump ou Harris, sauf que lui, il va élire un grand électeur qui, lui, va décider. Je trouve ça aussi paradoxal pour une démocratie. Elle est indirecte, donc ça sous-entend encore une fois un contrôle populaire, parce que le jour où le peuple va nommer quelqu'un d'assez dur ou jugé extrême, les grands électeurs, ils peuvent invalider le vote populaire. Vous voyez à quel point c'est pas démocratique. Le 6 janvier, on aura la confirmation au Congrès, devant le Congrès, et le 20 juillet, il y aura l'investiture du 47e président. Le 20 janvier. Rappelez-vous, le dernier 6 janvier, la dernière confirmation au Congrès, on a vu l'assaut, hein, le fameux assaut du Capitole, assaut malmené, assaut un peu stupide. Je vais finir par quelques petits trucs. Il n'y a pas seulement l'élection d'un président ou d'une présidente aujourd'hui. Il y a aussi d'autres élections importantes. Voilà, les gars sont pragmatiques lorsqu'ils organisent des élections. Ils les font toutes en même temps. Alors, vous avez des référendums, vous avez des élections locales pour des juges, des shérifs, des procureurs, parce que là-bas, on les élit. Ils font campagne. Vous avez surtout l'élection de certains gouverneurs. Ça peut être important. Vous avez l'élection d'un tiers du Sénat. Et ça, c'est super important, parce qu'il y a 3 pouvoirs aux USA. Tu as un pouvoir judiciaire qui semble assez fort, un pouvoir législatif, le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, et le pouvoir exécutif, le président qui dirige, c'est un régime présidentiel. On appelle ça un régime présidentiel. Et vous avez l'élection de 435 représentants. Mais une fois que le président est désigné, qu'il a prêté serment, ils font front commun derrière lui. Et la nation retrouve son unité. Et je me souviens de 2021, ce qui s'est passé à Washington, lorsque Biden devait prendre place à la Maison-Blanche. Et on voit bien à partir de là qu'il y a une rupture entre 2 Amériques, et que le consensus n'y est plus. Le fameux consensus présidentiel des Américains n'y est plus. L'unité nationale est déchirée. Donc, pour moi, ce scrutin-là, serré parce que Biden s'est vautré, parce qu'il a fallu le remplacer en dernière minute, par une candidate qu'il fallait absolument désigner avec le maximum de voix possible pour lui donner du crédit, du poids et la mettre dans la course rapidement, sinon Trump allait tout rafler, qui séduit les démocrates pour des raisons ethniques, pour des raisons de comportement, comment dire, un peu aristocratique.
euh, ne fait pas, certes, en fait, crée un contraste très fort avec Donald Trump et son comportement, puisqu'il conduit des camions poubelles, etc. Donc, on a vraiment deux Amériques et je pense que on est en train d'assister au divorce américain vraiment de manière plus forte. Donc, les seuls États qui sont véritablement les États, comment on dit, pivots, c'est ça? Les États pivots. C'est ça, ouais. Ouais. Sont les seuls qui sont encore mixtes sur le plan social. Les autres sont clairement, manifestent clairement une allégeance. Ce n'est plus, comment dire, ce n'est plus l'Amérique, ce sont les Amériques. Il y a l'Amérique républicaine et l'Amérique démocrate, et puis il y a des États américains mixtes, mais on voit par l'équilibre des forces que la tension est au paroxysme. Le problème, quand on n'arrive pas à dégager une majorité claire et visible, c'est que on n'a pas créé de processus démocratique. Quand il n'y a pas une majorité claire qui se dégage, il n'y a pas eu un plébiscite. Et s'il n'y a pas de plébiscite, le président a une base extrêmement fragile, n'arrête pas de marcher sur des œufs pendant tout son mandat et ne peut pas gouverner correctement. Mais Fabio, est-ce que la démocratie, c'est finalement pas la dictature des 50% plus 1? Ben, c'est ça le problème. On voit bien ce qui s'est passé, nous, quand on a eu en 2017 la première élection d'Emmanuel Macron, c'est qu'il avait une telle avance sur les autres candidats que il a pu gouverner par, comment on appelle ça déjà, par décret, c'est ça? Décret? Ouais, oui, par décret, oui, bien sûr. Ordonnance. Ce qui montre que son plébiscite était clair, il était évident. Quand il a été réélu en 2022, c'est ça, ouais. C'est ça. 2022, la majorité était beaucoup plus étroite. Donc, le gouvernement par décret, c'était plus possible. Il y a eu encore des 49-3, il y a eu des remaniements ministériels plus importants, mais et on le voit aujourd'hui, c'est quasiment la cohabitation qui ne dit pas son nom. Donc, en fait, on a bien un mandat qui est plus fragile. Aux États-Unis, c'est encore plus fragile. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Ah ouais, parfait. Alors, plusieurs choses. On va rigoler un peu. Je vais lancer le truc. Moi, je veux bien croire qu'il y a une ingérence, mais encore une fois, j'aimerais qu'on m'explique. Parce que là, j'ai affaire à des complotistes, à savoir France Info. Systématiquement, dès qu'il y a un truc aux USA, il suffit de dire c'est l'ingérence russe. Qu'est-ce qu'une ingérence russe? Sachant que eux, les Américains passent leur temps à s'ingérer partout. Est-ce que le fait, par exemple, que les Russes commentent l'élection, est-ce que le fait de voir des gens venir sur des chats et essayer d'influencer, c'est ça leur ingérence? J'ai l'impression que les mecs te sortent un truc qui est totalement complotiste, qui sert à rien, et c'est leur truc. Voilà, depuis quelques années, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas dans une élection ou qui ne les arrange pas, eh ben, il y a une ingérence russe. Donc là, la Russie est accusée d'avoir déclenché de fausses alertes. Oui, mais accusée par qui? Quoi? Comment? Vous relayez des fausses informations, souvent pas vérifiées, souvent bidons, vous en parlez plus après, et vous prétendez faire du journalisme. Moi, ça me fait rigoler. Dans le pays qui s'est le plus ingéré ces 50 dernières années, et violemment, dans la politique des autres, je sais que on avait parlé de vassalité ou autre. Voilà, on a encore le coup de la Russie. Et ça, c'est pas destiné ça vous est pas destiné, messieurs, dames. C'est destiné à monsieur tout le monde qui s'en fout pour lui rentrer dans la tête, à force de répéter que la Russie, ils sont méchants, ils fabriquent des poisons, ils tuent les gens, c'est la Russie du goulag, tout ça. À force de répéter ça, ça rentre dans la tête des gens. C'est comme pour Trump, à force de répéter un ramassis de conneries
Mais la répétition fait qu'on est en train de clouer un a priori dans la tête des gens. Voilà. Moi, je rigole. La Russie accusée d'avoir déclenché de fausses alertes. Mais alors, quand on soutient officiellement Navalny, qui ne représente personne en Russie, on est tellement minable qu'on a du mal à trouver des opposants crédibles, puisqu'ils te trouvent des mecs, des profs de maths sortis de je sais pas où, Carazo Mouzo, tu sais, non mais à chaque fois qu'il trouve un opposant à Poutine, il est encore plus rigolo que le précédent. Je rappelle que Navalny était un voleur, un escroc, qu'il a notamment volé des sociétés françaises, que c'était un énorme raciste, parce que je te parle pas d'un mec xénophobe, je te parle d'un mec qui traitait les Tchétchènes et les gens du Sud de cafards. Voilà, mais c'était ça leur soutien. Ils aiment soutenir des nazis, BHL le premier. Et donc, quand ils font ça, c'est pas de l'ingérence. Lorsqu'ils menacent des pays qui se font attaquer de par riposter, lorsqu'ils menacent des pays en leur disant sinon on vous coupe les vivres, c'est pas des ingérences, ça. C'est encore une fois deux poids deux mesures, dissonance cognitive, inversion accusatoire. Shoots pas. On peut appeler ça comme vous voulez, mais on remarque ça. Voilà, je vous redonne la parole sur ce petit fait divers qui agace et qui fait sourire. Tu fais bien de rappeler ça parce qu'il y a le cas de la Moldavie et de la Géorgie. Qui a récemment été évoqué par comment elle s'appelle déjà la Hyène. Tu sais, celle qui défend les producteurs. Bon, je sais pas, peu importe. Enfin bon. Donc en fait, la Moldavie a été payée grassement par l'Union européenne pour son entrée pour le processus pour voter au référendum pour le processus d'entrée dans l'Union européenne. L'Union européenne a dénoncé une tentative de corruption des Moldaves par la Russie, mais qui était ridicule en comparaison de la somme de l'enveloppe promise à la Moldavie si elle intégrait le processus d'intégration à l'Union européenne. Donc en fait, même quand on voit les chiffres, l'investissement de l'Union européenne dans le pays moldave est au moins 10 fois supérieur, si c'est pas 20 fois supérieur, aux sommes qui sont supposées être la corruption russe en Moldavie. La Moldavie, c'est un pays qui est très proche des Russes. S'il y a intégration au processus de l'Union européenne, ça va effectivement faire mal à la Russie. Donc, mais on parle même de qu'elle réintègre la Roumanie, la Moldavie, parce qu'elle s'était séparée de la Roumanie. Ouais, alors ça, peut-être à terme, j'en sais rien, mais bon, est-ce qu'ils sont favorables? Les Moldaves eux-mêmes sont divisés selon les régions. Il y a des régions de la Moldavie qui sont beaucoup plus russes que d'autres. Oui, tu as le cas de la Transnistrie, mais c'est surtout la Moldavie, à la limite, si les Russes la perdent, c'est pas très grave pour eux. Eux, c'était du bonus. C'était la capacité à être à l'ouest des Ukrainiens. C'est ça, là, quand vous voyez sur une carte. Mais c'est eux qui ont mis la pression sur l'Europe, qui a dû magouiller des élections pour essayer de garder une présidente. Hein, il me semble que c'est Maya Sandu, je crois qu'elle s'appelle, la présidente voilà. Mais quelque part, les Russes perdent rien. C'était eux qui se sont amusés à titiller justement et à étendre leur influence. Ce que je voulais dire par là, c'est que ouais, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. La publicité télévisuelle à l'égard toujours du même camp, le camp atlantiste, hein, l'OTAN, est extrêmement pesante, met des sommes considérables, et derrière, c'est quoi? C'est le lobby industrialo-militaire. Donc, c'est toujours la même chose, c'est le camp de la Troisième Guerre mondiale. C'est ça le problème, c'est ça qu'on voit pas, le fin mot de l'histoire, c'est ça. Que ce soit Kamala Harris ou Ursula von der Leyen, c'est la même chose. Derrière, ce qui se profile, c'est la guerre. C'est ce que je dis depuis des années, mais bon. C'est ce que je dis depuis des années.
Je le dis comment? Ouais, Je mais le dis peut-être ouais, en disant plein de trucs, mais j'explique qu'il y a un mécanisme qui ne peut que pousser à la guerre. Voilà, c'est tout. Il y a un mécanisme qui a été établi, il y a des gens qui ne peuvent, et je suis désolé, il y a un schéma, il y a des structures, il y a un sens, il y a une volonté. Encore une fois, lorsqu'on parle, nous, de complot, on n'a pas dit que tous les gens étaient membres d'un complot. Je veux dire, c'est facile à comprendre. Des gens qui intriguent à travers la masse d'événements, à travers la masse de choses, à travers des intérêts antagonistes, il y a des gens qui arrivent à surfer, qui arrivent à emmener leur projet. Leur projet, il est mondialisé et il va s'acoquiner avec un projet satanique. Voilà ce que nous disons. Voilà, on ne dit pas que tous les gens qui travaillent à l'Union européenne sont tous complotistes. Je veux dire, rien que devoir préciser ça montre quand même que c'est difficile de discuter avec des gens qui pensent qu'on est tous barges, qu'on voit des trucs, machin. Non, on est très réaliste. Hein, tout a été fait de complot. Il suffit de regarder les Américains, 50 ans après, ils te disent ce qu'ils ont fait. Et là, aujourd'hui, on va attendre 50 ans pour voir ce qu'ils sont en train de faire. On le voit clairement. Voilà, bref. Jungle, pardon. Oui, mais bon, ça après, le problème, c'est en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris que, en réalité, il y a le temps de paix et il y a le temps de crise. Et l'information en temps de paix, l'information en temps de crise, c'est pas la même chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens continuent de regarder la télé en pensant qu'ils continuent d'être dans le cadre d'une information, c'est-à-dire, je regarde ce qui se passe dans le monde, comme si je le regardais de loin et finalement, ça ne me touche pas beaucoup. Et ils n'ont pas compris que en réalité. Jungle, excuse-moi Oui. pour l'incise. Alors, nous tous, moi y compris, on a un problème, on a une dissonance cognitive. C'est que si on fait, moi je fais attention maintenant, mais des fois je me fais avoir. Je t'explique. Si le média, quel qu'il soit, nous dit quelque chose qui semble nous être logique et aller dans le sens de notre analyse, on a tendance à le gober facilement. Et quand il dit quelque chose, c'est un peu comme les gens, tu sais, qui disent que tu dis tout super bien et tout, et le jour où on aborde un sujet où le gars il est un peu sensible, le gars il se met à te pourrir, machin et tout, voilà. Et ben nous on est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a tendance à accepter les nouvelles qui vont dans notre sens, et on a tendance à se crisper et à dire ah non mais c'est un média de collabo lorsque le truc dit quelque chose qui pourrait peut-être être vrai, mais qui ne va pas dans notre sens. Déjà, il faut enlever ce filtre-là parce qu'on l'a, nous aussi, ce filtre. Moi, je vois des gens qui me disent dans la même phrase, dans la même discussion, ouais, mais la télé, c'est tous des menteurs, de toute façon, ils sont tous payés. Et 2 phrases plus loin, ouais, mais ils ont dit ça à la télé, ouais, mais attends, tu te contredis. Si la télé, c'est tous des menteurs et qu'ensuite tu me sors, ils ont dit ça à la télé comme argument, ton argument, il vaut pas grand-chose. Mais cette dissonance, on la pratique tous. Et c'est en cela, même nous qui sommes avertis, c'est à cela que tu vois à quel point le système est puissant et les médias hypnotiques. Moi, quand je fais pas attention, des fois, je prends des trucs qui... Voilà, j'écoute LCI, je suis pas critique parce que ça m'arrange. Quand on écoute LCI qui dit que les Ukrainiens se prennent une pilée parce que c'est la réalité, là, on écoute, on est vachement moins critique. Et ça, c'est un exercice que je vous recommande de faire, c'est que des fois, soyez critiques aussi, même quand on va dans votre sens, parce que quelquefois, on va dans le mauvais sens. Je te redonne la parole, Jungle. On est d'accord, hein. Ce que je dis s'applique à tout le monde, y compris à nous-mêmes. Et en fait, c'est là où je voulais y venir, c'est-à-dire que il n'y a pas dans les temps qu'on vit, je pense pas qu'il y ait de point de vue qui soit une sorte de bon point de vue. On a tous en fait dans un camp entre guillemets comme de l'autre une vue un peu troublée et floue qui fait qu'on ne voit pas les événements et on ne vit pas l'évolution du monde de la même façon. J'en veux pour preuve, je te dis l'exemple que je te donnais hier où j'entendais quelqu'un de la famille dire ah mais moi Trump me fait peur, mais ouais, mais il te fait peur pourquoi en fait, je comprends pas, hein. C'est l'élection américaine, t'es française, je vois pas le rapport, je comprends pas la peur. Et ben la nana arrivait à avoir peur parce que en réalité, encore une fois, on va écouter des gens qui sont pas là pour nous dire ce qui est vrai, mais qui sont là pour façonner un monde dans lequel nous allons nous voir comme des gens de lumière complètement légitimes. Et du coup, quand on va faire quelque chose, comme toute personne qui se croit légitime, elle va se parer des plus belles vertus pour faire ce qu'elle dénonce chez les autres. Donc, là, en l'occurrence, de l'ingérence. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que je vois pas quel type d'ingérence étrangère pourrait vraiment fausser de façon flagrante et évidente l'élection américaine. Franchement, faut vraiment qu'on m'explique. Mais par contre, quand l'élection n'a pas encore commencé et que l'on est déjà en train de parler de l'ingérence russe, de tels problèmes et des méchants qui font ceci, des méchants qui font cela, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire quand on va se rendre compte qu'on l'a perdu, cette élection.
Et moi, je pense que du côté des démocrates, ils savent très bien qu'ils l'ont quand même plus ou moins perdu cette élection, parce que Biden, première partie de campagne absolument catastrophique. Je veux dire, le mec, il offrait des punchlines à Trump sur des plateaux d'argent, donc le mec, il se faisait plaisir. Donc, si tu veux, il y avait une bonne mise en scène du côté de Trump où il avait vraiment pris l'ascendant psychologique et tout. Il le remplace, il met à la place une dinde qui rigole d'ailleurs comme une dinde et qui a un pois chiche dans la tête, avec bah, du coup pas de programme, puisque bah, on la met à la place. Ça veut dire que finalement, elle décide de rien. Et ça aussi, Ce pour qui, quelqu'un qui... petit ainsi, ce qui est grave vis-à-vis de ce dindon, c'est que cette meuf, elle a une tête de présidente de série télé. Et aux USA, j'ai l'impression que ceux qui écrivent le script, ils se sont mis à voir le monde comme une série télé. Donc, ils ont cru que ça allait passer. Elle, dans une série télé, elle veut faire la femme présidente qui occupe ses enfants, qui fait tout, tu sais, la femme active à deux, tu sais, le cliché, hein, parce que c'est un cliché. Tant mieux si vous êtes actifs, les filles, mais c'est, voilà. Et, sauf que ça passe pas, là, parce que le gars, il se dit, elle va dire quoi à Poutine? Elle va glousser. L'autre, il va l'endormir, il va l'enrhumer 20 fois, il va finir dans Ah, une mais colonie de travail. c'est clair qu'elle lui parlera même pas, elle aura pas le temps. Il va lui faire échec et mat, et puis terminé, rentre chez toi, il Ben y a même voilà. pas de bonjour entre nous. Est-ce que tu penses que Khamenei, est-ce que tu penses que Khamenei va l'écouter? Non, mais je dis ça, mais c'est une réalité. Mais non, mais Khamenei, il va personne. plus écouter Trump, il va plus écouter un gaillard d'1,90 m qui parle fort. C'est plus dans sa nature que d'écouter un dindon qui glousse, qui a rien à dire, c'est un porte-parole. Mais même sans aller jusqu'à prendre des points chauds de la planète, ne serait-ce que s'adresser à l'Amérique du Sud. Déjà. Moi, je vois pas Kamala Harris s'adresser à l'Amérique du Sud en leur disant, nous, les Américains, vous êtes dans notre sphère, alors vous allez faire ça. Tiens, les Venezuela, tu vas faire ça. Enfin, je pense pas que ça puisse se passer de cette façon-là. Et ça va pas être très impressionnant. Hein. Le problème d'un peuple de remplacement, si je peux me permettre, c'est que justement, il renverse la vapeur. Il démontre, quand on a un élu d'un peuple de remplacement, il démontre l'influence quasi coloniale des pays émergents sur les pays dominants. Donc, par effet domino, la domination s'effondre. Le rapport se rééquilibre et le mouvement s'inverse, si tu veux. Donc, ça ne veut pas dire que la puissance économique américaine va se transférer en Amérique latine. Ça veut dire que l'influence nord-américaine sur l'Amérique latine sera beaucoup moins importante. Et on pourrait dire la même chose si on avait un Sénégalais président de la République en France. En fait, je dirais même, pour aller dans ton sens, qu'on pourrait même dire l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'Amérique du Sud qui va finir par finalement prendre du pouvoir sur l'Amérique, sur les États-Unis, du fait justement de cette immigration qui arrive. Le problème, c'est que là où les démocrates se sont plantés, en France, c'est pas pareil, mais là où vraiment les démocrates se sont plantés, c'est qu'ils ont continué à voir les immigrés comme des immigrés. Ils ne se sont pas rendus compte d'un truc, c'est que l'immigré qui est là depuis 30 ans et qui a eu des gosses, ces gosses, ils ne sont pas immigrés. Ces gosses, ils sont américains. Et quand tu traites ces gosses-là d'immigrés alors qu'ils sont américains, qu'ils se sentent américains et qu'ils veulent être américains, eh ben, tu ne vas pas les attirer vers ton électorat. Donc, en fait, ils ont continué sur des techniques qui ne fonctionnent plus aujourd'hui parce que la sociologie américaine aujourd'hui est différente dans un contexte économique qui, en plus, n'a rien à voir. Donc ouais. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour se planter. Ils ont tout fait pour se planter. Moi, je suis même étonné qu'ils puissent avoir, même à l'heure actuelle, autant finalement que ça puisse être aussi serré avec toutes les bourdes et les conneries qu'ils ont faites. J'ai une question à tous les deux. J'ai une question. C'est très très complotiste. Hein. Est-ce que le fameux État profond, enfin le fameux nouvel ordre mondial qui veut s'installer, est-ce que finalement, il ne fait pas tout pour que Trump soit élu, sachant qu'il va manipuler Trump après, il va l'embrouiller et il va le pervertir comme comme tout ce qui est diabolique. Je veux dire, ils aiment aller prendre un saint et le transformer et le pervertir. Et là, Trump, aux yeux de beaucoup d'Américains, à tort ou à raison, apparaît limite comme le Christ. Donc, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de faciliter? Est-ce que dans l'écrivain qui a écrit l'histoire, moi, j'ai l'impression qu'il nous a réservé la dernière guest star, c'est Trump. Elle arrive à la fin, juste avant le grand final. Et c'est écrit comme ça, et que tout est fait pour lui faciliter la vie, notamment lui mettre un dindon ou un vieux sénile en face. C'est une question. Hein. Rayad, il y a les cartes qui sont sur la table.
les cartes que tu as dans la main et les cartes qui sont dans la pioche. Donc, les cartes qui sont sur la table, c'est ce que tu montres là à l'écran. Les cartes qui sont dans la main, bah, ça dépend pour qui. Hein. Ouais. Les intérêts en jeu, chacun joue sa partition. Donc forcément, l'État profond joue la sienne aussi, joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire que si les démocrates, ça passe, tant mieux. Si les républicains, ça passe, ben, on s'en arrangera aussi. Quitte à le faire, lui donner, se donner le beau rôle en prétextant l'avoir fait élire pour pouvoir le renverser de l'intérieur. Mais dans tous les cas, ils profiteront de la tendance. Et puis, il y a les cartes qui sont dans la pioche, c'est-à-dire bah, ce qui n'est pas encore arrivé, le destin. Ouais, c'est vrai, très juste. Très juste. Moi, Arsenio Lupin, rejoins-nous, sérieux, c'est plus sympa de discuter ensemble avec le chat que de discuter par chat interposé. Vas-y, Jungle, pardon. Moi, j'aime bien ton scénario. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est sympathique, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est en fait, c'est pas des gens qui fonctionnent à l'émotionnel. Déjà, faut voir que quand on parle du nouvel ordre mondial, en fait, on parle d'une structure. On parle d'une structure, on parle de plusieurs cerveaux. Donc, c'est une véritable organisation. Ces gens-là ne fonctionnent pas à l'émotionnel. Ces gens-là fonctionnent à l'intérêt. Ce qu'ils regardent, c'est ce qui va protéger leurs intérêts, ce qui va servir leurs intérêts. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, c'est quand même un courant de pensée, on va dire, un peu transnational, qu'on retrouve dans beaucoup de pays, ou qui s'est implanté dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, quel est l'intérêt de ce nouvel ordre mondial? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vraiment les emmerder? Où est le point fort? Le point fort de ce nouvel ordre mondial, c'est Israël, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, et c'est tous les pays qui, même s'ils cherchent à s'en dégager, sont encore sous l'influence de l'Amérique. Un petit peu comme un satellite au niveau astronomique qui est dans le giron d'une planète, il est à la limite, avec l'effet Fronde, il pourrait se barrer, mais il faut attendre, tu vois, encore quelques tours. Et là, je me suis perdu tout seul. C'est pas grave, prends le temps. De toute façon, on a le temps. Bon, bah, Arsenio, il veut pas monter, c'est pas grave. J'ai pas compris ta métaphore, Jungle. Tu peux réexpliquer ta métaphore? Non, parce qu'attends, il faut que je reprenne mon propos. Ce que je veux dire par là, c'est que quand bien même tu as un Trump, il a un certain nombre, en fait ça va dans ton sens, hein, Fabio, Trump il a un certain nombre d'intérêts qui va dans le même sens que l'intérêt de ce nouvel ordre mondial. Harris, c'est peut-être plus simple pour eux parce qu'elle va être complètement alignée sur ce que ces gens-là veulent, mais Trump, il y a un certain nombre de choses, ça va complètement dans le sens du nouvel... Aujourd'hui, parce que l'État profond, c'est quoi? C'est le lobby de l'armement, c'est les grands labos pharmaceutiques, c'est tous ces trucs-là. Et tous ces organismes-là, tant que tu leur files du fric, ils sont contents. Je veux dire, qu'ils vendent des armes en Ukraine ou finalement qu'ils vendent des armes en Israël, pour autant qu'ils vendent des armes, ça va bien. Non. Donc, Là, je suis pas d'accord parce que si tu veux, si on regarde seulement sur un angle économique et financier, le nouvel ordre mondial, ils ont le pouvoir de créer de l'argent, ils ont tout. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce qui les motive encore? C'est le problème, c'est que on a, et c'est là où je ramène mon projet eschatologique, c'est que derrière, ils sont en train de construire un truc au-delà du matériel. Ils sont en train de programmer l'arrivée de Sauron. Je comprends maintenant mieux les deux projets Nouvel Ordre Mondial et le projet eschatologique de Netanyahou. Je comprends comment ils se goupillent. Et ces gens veulent le contrôle du monde, le contrôle total de nos esprits, veulent dominer l'humain, veulent créer l'humain. Ils sont en train de se prendre pour Dieu. Sinon, si tu veux, ces gens, ça n'aurait aucun sens. Dans la mesure où ils sont déjà pétés de thunes, ils ont des dynasties de thunes, ils ont ce qu'ils veulent, ils ont des pays, ils contrôlent tout, ils auraient aucun intérêt à écrouler le monde. Pourquoi ils écroulent le monde? Et pourquoi ils veulent provoquer une guerre pour installer un chaos, pour choquer les gens et pour installer ce qu'on appelle un nouvel ordre politique qui sera dirigé par eux, qui sera possible grâce à une dictature technologique et leur permettra de contrôler les humains. Pourquoi ils font ça? Parce que derrière, le projet, c'est pas seulement de dominer, faire de l'argent, ça va beaucoup plus loin. C'est asservir c'est asservir toute l'humanité, cette araignée qui s'empare du monde qu'on voit des fois dans un dessin, je vous le mettrai tout à l'heure. C'est ça, parce que sinon,
Sinon, si c'était juste pour le pognon et le pouvoir, ils les ont déjà. Donc, ils ont aucun intérêt à écrouler ce monde. Au contraire, ils devraient le faire durer. Ils ont aucun intérêt à nous mettre des personnages tels que Macron qui agacent et qui énervent les gens, alors qu'on voit bien qu'ils essayent d'obtenir une colère de la part des populations. Je sais pas, ils doivent se nourrir de la souffrance de ces gens, ou peut-être leur Dieu, leur maître, leur Satan. Mais ce que je veux dire par là, voilà, tout prend du sens quand tu mets le côté eschatologique. Et c'est pas moi qui le dis. Ils te disent eux-mêmes qu'ils préparent l'arrivée de Dieu, l'arrivée de ceci, On, l'arrivée de on cela. est, on est entièrement d'accord. Et je te remercie parce que du coup, tu m'as fait gagner du temps et je crois que j'aurais pas réussi à le dire de cette façon-là parce que je suis fatigué. Mais donc, du coup, je te retourne en fait la question. Est-ce que l'élection de Trump ou de Harris, l'un des deux, hein, est-ce que l'un des deux pourrait empêcher le scénario que tu viens de dire d'arriver? Non, parce que Donc, tu ils l'as s'en bien dit. foutent de contrôler ou pas cette élection-là. Tu vois ce que je veux dire? Au Si, contraire, si, parce que il y a toujours un plan rapide, et si ça foire pas, on peut toujours, c'est assez élastique leur plan, ils peuvent toujours se récupérer, mais il y a quand même le plan rapide. Et là, moi, je pense, je te donne mon point de vue, vous le prenez, vous le prenez pas. Je pense que c'est Trump l'antéchrist, et que celui qui a écrit l'histoire, il veut que ce soit Trump l'antéchrist, parce que Kamala Harris, elle convient pas. Je vais ajouter une chose, moi, je regarde pas mal. Quand on prend du recul, et on va revenir à 2020 là, quand on prend du recul, il y a une histoire qui a un certain sens. Le sens, c'est Trump, il a trop esquivé de choses ces 4 dernières années de manière miraculeuse pour pas que l'histoire ne nous, enfin, pour dire que l'histoire nous a donné un message et qu'apparemment la main de Dieu elle est sur lui. Enfin, la main de Dieu, c'est lui qui a écrit le bouquin. On dit Dieu, on dit qui voulait, l'écrivain, la simulation, ce que vous voulez. Hein. Voilà les gars, je suis pas prêtre non plus, mais je donne le concept de Dieu. Vous y mettez ce que vous voulez dedans. Voilà. Et eux, ils ont Satan. Et Satan aimerait pervertir ça. C'est pour ça, Trump revient trop loin. Ce type, Jungle et les autres. Ce type, en 2020, il y a l'assaut du Capitole. Il y a des présidents qui sont allés en prison pour moins que ça. Peut-être pas aux USA, hein, on les tue. Mais il y a eu, voilà, ça l'a collé. Et moi, j'ai envie de revenir à l'assaut du Capitole et on va revenir dessus. Je vous présente dans les grandes lignes et après, je vous donne la parole. On a ce fameux assaut du Capitole complètement con, où Trump, malgré les couvertures, hein, parce qu'il fait celui qui sait pas, ou on sait pas qui l'a fait finalement, il était mal entouré et tout, un assaut qui n'allait rien donner, parce que ces espèces de trimardeurs, ils pensaient qu'en envahissant un bâtiment, et la bataille, ils l'ont perdu avant, c'est pas en envahissant un bâtiment que tu gagnes la guerre, ça se passe pas là, ça se passe pas au Capitole, c'est fini, c'est le 6 janvier 2020. Et là, Trump, il est au bout du bout. On s'attend même à ce qu'il soit empêché d'élection. Jusqu'à encore l'an dernier, tu as des États comme la Géorgie et une dizaine d'États qui voulaient l'empêcher carrément de se présenter aux élections. Je vais poursuivre un petit peu. Donc à partir de là, il y a eu une inculpation pour cette affaire et trahison, félonie, blablabla, etc. On a eu en janvier 2020 aussi les frappes iraniennes sur, pour la première fois, des bases américaines se faisaient pilonner par des missiles iraniens après la mort de Soleimani. C'est marrant parce que là, il y a eu des frappes iraniennes après la mort de Nasrallah. On voit quelque part une sorte de boucle qui se boucle. On a 2020 le Covid, et moi je suis d'accord avec Fréquence des Z. S'il n'y avait pas eu le Covid, Trump aurait été réélu. C'est sa gestion du Covid un peu à l'emporte-pièce il n'a pas été prudent, qui, je pense, a fini de le plomber. Je vais vous la faire vite, hein, mais tout semblait compromis. Tout semblait aller au plus mal. Et lui, il en tirait des leçons et puis il s'est retiré. Entre 2020 et 2022, il était là sans être là. Et voilà. Donc déjà, il y a ça. 2022, il y a les mi-termes. Il y a aussi l'Ukraine en mars qui démarre. Et ça, c'est important dans la politique américaine puisque les Américains se sont engagés d'une manière assez sérieuse. Donc pour eux, ça joue. La géopolitique, elle interfère dans leur politique nationale. On le voit tenter de prendre le parti républicain avec pas mal de récalcitrants. On l'a vu en novembre déclarer ses intentions. On a vu tout un tas de choses qui se sont passées, comme la révocation du droit constitutionnel à l'avortement, merci Arsenio, les crises des migrants, notamment au Texas, etc., etc. Il y a eu de la tension, et à partir de là, il a été omniprésent. Mais moi, j'aimerais arriver à 2024 pour vous la faire rapide. 2024, dès le début, donc c'est le caucus de l'Iowa, c'est les primaires. Trump, il arrive, je vous avais dit, il va gagner très vite. Bon, bah, très vite. Le gars, en mars, il avait pris le parti en main. Il a, si je puis m'exprimer ainsi, il a niqué Haley. Ouais, ça s'appelle niquer Haley, je peux me permettre. DeSantis, pareil, voilà. Il sort de 6 affaires. On pourrait l'appeler Don Teflon comme John Gotti. 6 affaires en 2024. En janvier, bon, il est condamné à payer 83,3 millions de dollars pour diffamation à une vieille peau, l'écrivain Jean Carroll. Il avait déjà payé, il avait déjà été condamné à 5 millions
de dommages et intérêts. Donc la nana, elle a pris 90 millions chez le père Trump en 2023. Ouais, c'est un con. S'il avait fermé sa gueule, il les aurait économisés. Mais en tout cas, il sort de l'affaire tranquille et on ne peut pas l'empêcher de se présenter. Tu as l'affaire ACN, où il a fraudé, il a surgonflé des trucs en février. C'est gelé. Tu as l'affaire Stormy Daniels, une affaire à la con avec une vieille... Bon, bref, je vais me calmer. Mais bon, hein, pour ceux qui le prennent pour le Christ, hein, là, c'était pas Marie-Madeleine, hein, quoique. Le 30 mai, il est condamné, mais il s'en sort, il peut se présenter. Procès pour complot en mars contre les USA, procès dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche, procès pour tentative d'interférence lors de la présidentielle 2020 en Géorgie. Ce procès qui était un procès qui allait ouvrir au moins une dizaine, voire une quinzaine de procès en cascade. Tout ça, il les a esquivés. Aujourd'hui, 78 ans, il arrive, il a tué les primaires au Super Tuesday et il est là. Voilà. Donc, il y a quelque chose. On lui tire dessus, il se relève, fight, il a l'oreille qui saigne, mais il continue le truc. On lui fait un deuxième attentat. Le mec, il y a quand même quelque chose. Je veux dire, celui qui a écrit l'histoire a quand même fait en sorte d'attirer l'attention sur lui. Et encore une fois, moi, je vous le dis, c'est la dernière guest star à rentrer dans la partie avant le chorus, avant le final. Voilà. Je donne la parole à Arsenio, Jungle et Fabien. Merci Arsenio d'être monté. Ça fait plaisir. Je tenais à avoir tes impressions. Salut Arsenio, on t'entend super bien. Très bien. Alors bonsoir Los Locos, Riyad. Bonsoir Fabio, bonsoir Jungle. On t'écoute, hein, si tu voulais. Bonsoir Arsenio. Bonsoir. Je suis un peu dépourvu comme ça, mais bon. Je vais essayer de me jeter dans la piscine. Alors, je trouve que cette élection américaine est extrêmement intéressante, car je pense qu'elle est, comme dit souvent Elon Musk à longueur de tweet, c'est vraiment l'ultime élection américaine. Dans quel sens? Alors, excuse-moi, Loco, de ne pas directement réagir sur ce que tu disais, parce que j'étais en train de me faire un café, Non, je t'en prie, prends ton temps, tu es chez toi, tranquille, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors pourquoi elle serait l'ultime élection? Car si les démocrates passent cette fois-ci, ils vont faire entrer tellement d'immigrés et ils vont tellement les rediriger vers ce qu'on appelle les swing states, donc les États pivots, et ces types-là voteront automatiquement pour les démocrates dans le futur. Pourquoi? Parce que déjà, les aides sociales, le fait qu'on leur demande pas de documents pour pouvoir voter. Et au fait, ce que dit Trump à longueur de meeting et Elon Musk, je pense que c'est tout à fait juste, dans le sens où si tu fais entrer des centaines de milliers d'immigrants, ce qu'ils appellent des illegal aliens, tu vois, dans les États pivots, eh bien, tu peux être certain que toutes les prochaines élections seront gagnées par les démocrates. Tout simplement. Oui, ça s'appelle changer la carte électorale. C'est très vicieux, ça s'est fait, effectivement. C'est ce que font les démocrates. Mais attends, excuse-moi, Arsenio. Moi, je trouve un truc hallucinant. C'est que on puisse voter sans présenter de pièce d'identité. C'est honteux, ça falsifie tout. Et ma deuxième question, je te la donne par avance. Elon Musk qui s'est engagé pour Trump et qui risque d'être un de ses ministres. Ça aussi, c'est intéressant. Tout à fait. D'ailleurs, le nom du ministère va s'appeler DOGE. Department of Government Efficiency. C'est-à-dire que c'est un ministère où Elon Musk aura pour programme et comme but de dégraisser un petit peu le mammouth, comme disait je ne sais plus quel ministre français il y a une quinzaine d'années. Tu vois, c'est-à-dire de réduire la bureaucratie, de rendre le gouvernement beaucoup plus efficient, réduire la dette, etc. D'ailleurs, le terme Doge est directement inspiré de la meme coin de Trump, qui est Dogecoin. Et alors moi, excuse-moi, Riyad, quelle était la question? Alors, la deuxième, c'était que penses-tu donc de la venue d'Elon Musk, là tu viens d'en parler, et la première, on parlait du changement électoral progressif qui avait été opéré, et ce que disait Elon Musk, à savoir que si on laissait faire les démocrates, il n'y aurait plus de prochaine élection. Ah mais c'est une réalité totalement visible aujourd'hui, hein, d'ailleurs. C'est tout à fait visible, c'est même plus une...
les frontières américaines sont ouvertes. Et déjà, il y a une très grande différence par rapport à l'immigration, même l'immigration illégale américaine, entre celle d'aujourd'hui et celle d'il y a 10, 15, 20 ans. Avant, les Américains sélectionnaient une immigration par rapport à leur niveau, hein, leur niveau social, d'éducation, diplôme, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment le tiers-monde qui laisse entrer. Mais réellement, le tiers-monde. Moi, je pense qu'il y a une véritable envie, une véritable envie, idée philosophique de rendre les États-Unis d'Amérique, de le réduire et d'en faire un pays de médiocre puissance, dans le sens où les démocrates. Il faut comprendre une chose très importante, Rayad, que ça soit Elon Musk ou Trump ou même la mère de Musk ou beaucoup de gens, d'acteurs principaux de la Silicon Valley qui votent aujourd'hui Trump, ce sont des anciens démocrates. Mais simplement, les démocrates d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les démocrates d'il y a 10, 15 ans. Déjà, les démocrates d'aujourd'hui et les démocrates de l'époque de Bill Clinton, il y a un monde qui les sépare d'un point de vue idéologie, politique, philosophie. Ce qui a tout changé, Rayad, c'est la notion du wokisme. Le wokisme a absolument tout changé dans toutes les gauches des pays occidentaux, hein, pas seulement aux États-Unis. Le wokisme et puis le surréalisme de leur politique migratoire qui tient pas la route 5 minutes, qui est très démagogique. Oui, tout à fait. Mais il y a une volonté, si tu veux, d'amoindrir la puissance américaine. C'est une volonté qui est claire. Et d'ailleurs, en France, enfin, tu vois, si tu prends des intellectuels comme Onfray, Houellebecq, Nolot, qui étaient considérés comme de gauche il y a encore 10-15 ans, aujourd'hui, ils sont presque considérés comme d'extrême droite. C'est totalement, vu ce qu'ils tiennent, totalement faux. le problème, Arsénio, c'est qu'un Nolo et Onfray qui se disent philosophes, en sont à cautionner Netanyahou, alors qu'on sait qu'en privé qu'ils ont été retournés depuis des années, qu'on a plein de dossiers sur eux, notamment Onfray, il y a plein de dossiers d'histoire de meufs et tout, mais voilà, ils ont été totalement retournés. Non, c'est des merdes. Le mec, il justifie Netanyahou qui tue des femmes et des enfants sans aucun recul, parce que c'est ça, moi, qui m'embête, c'est pas il tue des gens du Hamas. Et Nolo et Onfray, c'est typique, ces intellectuels français, malheureusement, c'est une tradition qui baisse le pantalon face au, voilà, et c'est pour ça qu'ils ont aucun crédit. Maintenant, ce que tu dis est vrai, hein, pour le reste, mais eux, ils ont aucun crédit, c'est même pas des intellectuels. J'ai sur le chat des gens qui sont bien plus intellectuels qu'eux, hein. Alors moi, je suis un très grand lecteur d'Onfray, hein. Je viens de terminer son bouquin sur Freud. Je trouve qu'Onfray est un intellectuel de très bonne qualité. Ah, parce que t'as lu un livre où Onfray. Non, je n'ai lu une quinzaine d'Onfray, mais littéralement voilà, une quinzaine. Parce que à cette époque-là, c'est à cette époque où il a été retourné, il s'est tapé tout le lobby Roudinesco et compagnie. On lui a fait comprendre que s'il voulait faire une carrière médiatique de philosophe de plateau télé, il fallait qu'il ferme un peu sa gueule. Et puis petit à petit, après, il a été, je suis désolé du terme, mais sionisé. Et le mec, maintenant, il raconte l'inverse de ce qu'il racontait en arrivant au début. Au départ, il défendait les prolos, il parlait de l'université populaire de Caen qui était super, qui est un super projet. Moi, j'écoutais à la radio, etc. Et il a changé. Nolo, c'est pareil. Et donc, on va revenir à ce que tu dis, parce que c'est vrai, les démocrates américains ont fait, d'ailleurs ils l'ont fait avant tout le monde, comme les socialistes français, ils se sont désintéressés de leur public initial qui était des prolétaires et des gens de milieux modestes, de petites classes moyennes, pour aller vers des sujets sociétaux, parce que eux-mêmes n'ont plus rien d'autre à proposer, ils n'ont plus de pouvoir, ils savent qui tient le pouvoir, c'est essentiellement aux USA des lobbies, dont la finance, hein, le premier, le lobby de l'armement qui est important, le Big Pharma. Voilà, t'as tout un tas de lobbies qui tiennent vraiment le pays, et voilà, elle est là la réalité. Oui, tout à fait, mais c'est pas les rapports de force que moi je critique, parce qu'elles sont totalement humaines, et ça fait partie de la condition humaine que d'être dans des confrontations. Enfin, les plus forts auront toujours le pouvoir, et ils l'ont toujours eu.
Ça, c'est vraiment la nature humaine, c'est pas du tout critiquable, hein. Tout lecteur de niche serait pas du tout choqué par cela. Non, ce qui est choquant, au fait, c'est que là, il y a un déphasement de la gauche. La gauche est beaucoup plus proche de l'extrême gauche aujourd'hui dans tous les pays occidentaux, hein. Je remarque ces tendances. Dans tous les pays occidentaux, la gauche est davantage proche de l'extrême gauche qu'il ne le fut par le passé. Avant, elle était davantage proche du centre, si tu veux. Tu vois, il y avait quasiment aucune différence entre la gauche républicaine et parlementaire avec une droite républicaine et parlementaire. Aujourd'hui, c'est la gauche déjà la gauche, elle est totalement morte en France. Mais bon, pour revenir aux États-Unis. Attends, pardon. Oui. Le Parti socialiste d'aujourd'hui, il s'appelle LFI. Le Parti socialiste d'il y a 40 ans, ce qu'ils faisaient, comment ils étaient sapés, leur manière de faire, etc. Eh ben, LFI a repris en fait ce qu'a abandonné le Parti socialiste, mais le Parti socialiste, il n'a pas su, en abandonnant son électorat ces 20 dernières années, il n'a pas su se raccrocher à un électorat qui finalement est bidon, et c'est pour ça qu'il se retrouve en mauvaise posture et qui fait des scores historiquement bas. Voilà. Et les démocrates, bon, les démocrates américains ne pourront pas couler parce qu'ils représentent quand même un pilier de l'Amérique et c'est surtout une machine électorale. Mais enfin, eux, ils ont montré un mouvement que je suis encore étonné qu'à Milwaukee, on puisse voter démocrate dans des usines Écoute, d'acier. t'es au courant de ce think tank qui s'appelait Terra Nova il y a une quinzaine d'années, qui Ouais, avait déjà socialiste. prédit ça, hein, qui avait ordonné à la gauche de ne plus se concentrer du tout sur le prolétariat français, de C'est ça. souche, parce que de toute façon, ils allaient voter Front National. Donc, valait mieux, d'un point de vue stratégique, que se concentrer sur l'électorat de la banlieue et des immigrés, qui soient Ben, c'est ce qui, voilà, les quelques personnes conscientes encore dans les partis, notamment le Parti socialiste, en sont encore là en disant, mais putain, on a abandonné un électorat sans en prendre un autre et finalement on les a laissés aller au RN parce que si le Parti socialiste avait respecté les ouvriers, voilà, ben, les ouvriers, ils auraient eu deux partis pour choisir et moi encore une fois, je vous le dis comme je le pense, si on exclut toute l'idéologie d'un côté souverainiste, identitaire et de l'autre côté on va dire mondialiste, si on enlève tout ça, mais le RN et les LFI sur le plan sociétal, sur le plan de tout ce qui intéresse le prolo, tout ce qui intéresse les pauvres comme nous, mais ils peuvent s'unir. Ils disent la même chose. La différence, elle se fait après au niveau migratoire, au niveau ceci, au niveau cela. Et c'est dommage parce que là, je vois s'ils font alliance, ils font tomber le gouvernement. Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas concevoir une alliance RN et LFI en faisant fi de non. tout ce qui les sépare, mais pour travailler pour le bien des pauvres, Ben des justement, il citoyens pauvres. y a trop de divergences entre ces deux partis-là pour qu'ils puissent s'allier. C'est tout simplement Ouais. impossible. Mais pas sur cette question, pas sur la question Non, économique. sur la question économique et sociale, effectivement, ils se rapprochent, mais après, sur la question immigration et wokisme, il y a une divergence totale qui est Ah tellement oui. radicale qui ne peut pas s'entendre même intellectuellement, tu vois. Moi, Ouais, ouais. tu sais, moi, je me rends compte, le Slocos, plus j'écoute Daniel Conversano, plus je me rends compte que je suis assez proche de lui, finalement. Et surtout, le Conversano, je trouve que depuis qu'il a eu son cancer, depuis qu'il a chopé son cancer, il a radicalement changé d'un point de vue intellectuel. Tu vois, tout comme moi, il est devenu prométhéen, un prométhéen de droite, tu vois. Il ressent, il perçoit dans les nouvelles technologies qui arrivent, l'AI, la robotique, le transhumanisme, etc., comme une espèce de réenchantement du monde, presque Ouais. poétique. Et moi, je ressens exactement la même chose. C'est pour ça que Vous avez tous les deux, vous avez une vision que je partage pas mais que je respecte. C'est une vision positive de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe qui sort d'un chaos pour être encore plus belle, plus grande parce qu'elle a plus les moyens. Moi, je vois pas ça comme ça, mais c'est tant mieux, tant mieux. Ça nous change de nos visions pessimistes, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puis toi, je te respecte, mais tu es quand même un platonicien, tout comme Fabio, tu vois. Moi Ouais, mais ça étant... joue pas, ça, c'est pas vrai. C'est Ah pas non, vrai, non, mais ça joue pas. Moi, non, je suis pas ça platonicien, je joue suis moi. radicalement. Je Ça suis joue moi radicalement. et je m'abreuve à une immense source de culture qui me permet de mieux réfléchir et je prends énormément de plaisir, mais je suis pas plus platonicien que pythagoricien que nietzschéen. Je suis ouvert à tout. Moi, ce que j'adore, c'est m'abreuver à cette source et discuter avec des gens comme toi parce qu'on prend plaisir à se désaltérer ensemble. Voilà. Pour revenir aux élections américaines, le Slocos, alors moi, j'ai tendance à très bien comprendre la psychologie, la philosophie d'Elon Musk.
de plus en plus, parce que je suis sur Twitter, je passe des heures et des heures chaque jour sur X. Et déjà pour mon travail sur la crypto-monnaie, mais lorsque tu passes du temps sur X, tu tombes sur les tweets d'Elon Musk et tu les lis et à longueur de tweet, tu comprends un petit peu sa façon de penser, sa vision du monde et sa philosophie. Et Elon Musk est pour moi quelqu'un qui presque. Alors, j'entends souvent sur tes lives des gens dire que c'est l'antéchrist, c'est le diable, c'est Satan. Pour moi, c'est ce que tu peux faire de plus proche d'un prophète, mais un prophète immanentiste. Je pense que Fabio pourrait. Ah bah il est parti, Fabio. Donc. Et il est parti. J'espère, Fabio, qu'il s'est rien passé. En tout cas, Non, Fabio, mais c'est pas grave. Dis-moi, je t'envoie les. Tu sais à qui il ressemble Regarde, Elon Musk. Excuse-moi, regarde. Ouais, je profite juste de cette internet. Non, c'est parce que je vais y aller. Sinon, je dis parce qu'il faut que je me lève demain. Il faut que je me couche pas trop tard. Du coup, c'est juste pour pouvoir dire au revoir. Et du coup, je continue de vous écouter le temps de préparer à aller se coucher. Puis peut-être à demain, du coup, pour si tu fais un live, si je remonte, si j'ai le temps, si ça te dit. Voilà. Merci. En tout cas, merci à vous deux. Merci pour ce soir. Avec plaisir, toujours, Rayad. Toujours un plaisir de monter. Merci. Allez, ciao à tous. Ciao au chat. Et prenez bien soin de vous. Voilà, et j'ai envoyé plein de mails, les gars, si vous pouvez passer au moins 5-10 minutes, si vous voulez, hein, si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci, mais ça pourrait être bien de voir les gens succéder, et juste revenir à Elon Musk, parce que Elon Musk, c'est une fonction. C'est une fonction qui existe au sein de certains peuples, dans le peuple américain. C'est la fonction du milliardaire un peu foufou, un peu libre, qui entreprend plein de trucs. Après, peu importe les récupérations ou pas. Et son ancêtre, c'est Howard Hughes. Allez voir la vidéo Howard Hughes. Il a racheté notamment les casinos de la mafia. C'était le même. C'était un aventurier. Et moi, j'ai l'impression, parce qu'il ne peut pas ne pas le connaître, que Howard Hughes du Howard Hughes du film de Scorsese, Aviator, avec Leonardo DiCaprio. Oui, qui résume la vie du vrai Howard Hughes. Il y a une filiation claire. Tu as tout à fait raison. Je suis d'accord. Et il faut se rappeler ça. Donc, moi, je le place plutôt là, c'est-à-dire c'est le mec dans l'histoire. On va voir ça comme un scénario de film ou d'histoire. Bref, le mec dans l'histoire, il est là. Il va pas jouer les premiers rôles, mais il est à côté. Il impulse des trucs, il divertit, il intéresse. Ça peut être une fausse piste, mais je le vois pas du tout comme un antéchrist. Ah, moi non plus. Non, je disais que souvent les ennemis d'Elon Musk le perçoivent comme une espèce d'antéchrist qui est venu parachever une espèce d'eschatologie. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Pour moi, Elon Musk, c'est le prototype même voilà, c'est une espèce de Howard Hughes totalement génial, mais c'est entre Howard Hughes et Tesla. Tu vois. Ouais. D'un point de vue philosophique, il est très intéressant, Elon Musk. Il l'a dit sur un podcast, c'est un spinoziste. Hein. Il croit, tout comme Einstein, au dieu de Spinoza. Alors justement, il y a Libertaline qui pose une question sur Spinoza. Ouais. Excuse-moi. Non, je peux pas la lire, mais si tu vois l'écran, tu vas comprendre. C'est une question importante. Non, il va rien se passer de ce genre libertalien. Voilà. Il va rien. Libertalien, quel con. Il va rien se passer du tout. Non, ce soir c'est politique. Il y a pas de ça. C'est pas. On parle de X Twitter. Hein, on parle pas de X autre chose. Voilà, pardon. Excuse-moi. C'était un petit trait d'humour de libertalien. Disons que pour répondre à la personne libertalienne, pour vraiment comprendre la pensée d'un homme, faut d'abord comprendre sa philosophie. Avec quel type de philosophe il pense, il réfléchit et il voit le monde. Comment il comprend le monde. Elon Musk, est-ce que si je te dis c'est un prométhéen, tu me dis non, c'est n'importe quoi. C'est un prométhéen. Ah mais totalement. On est d'accord. Totalement. Et Trump, alors tu le verrais comment alors, si tu dois le caractériser? Alors, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur Trump, sur sa soi-disant religion. Alors, c'est vrai qu'il se dit chrétien, mais tu sais, moi, en Chine, j'avais lu un bouquin de Trump qui s'appelle The Art of Deal. Et il expliquait très bien dans le bouquin que sa réussite dans l'immobilier à Manhattan était très largement due au fait qu'il faisait des transactions, enfin du business avec des WASP protestants, et que c'était extrêmement facile pour lui de les mener en bateau en quelque sorte. Et enfin, c'est des gens
certains lui assignent un rôle limite christique, mais lui-même personnellement, c'est un partouzard, il vit sa vie. Alors maintenant, il a une culture chrétienne vite fait, mais lui, c'est pas du tout un religieux. Hein. Non, non, Bon, non, je suis après, d'accord avec toi. par contre, en plus, il faut se rappeler juste un truc, c'est que ce type, il vient d'une famille allemande. Et donc, il serait plus lié par le protestantisme, et c'est pour ça peut-être qu'il s'entend mieux avec, d'un côté, tout ce qui est milliardaire juif, et de l'autre côté, tout ce qui est milliardaire protestant, parce qu'il Ah, a une culture alors, protestante allemande, lui. Hein. Rayad, est-ce que tu as vu le film de Apprentice Je l'ai pas vu. Ah Non, je l'ai bah, pas vu. je te conseille vraiment de le voir, le film, c'est un pur chef-d'œuvre dans le genre. Mais La- par contre, je suis allé voir, et promis, je me tais. Par contre, je suis allé Ouais. voir toute la vie. Je suis remonté jusqu'à l'arrière-grand-père de Trump qui arrive aux USA. Mhm. Bon, ils ont fait fortune dans l'Ouest sauvage. Ils ont été plus canailles que les autres, mais c'est Avec des les types maisons très, closes, ouais. voilà, c'est des types très pragmatiques. C'est des mecs de la rue. En fait, lui, ses ancêtres, ils viennent de la rue. Ils ont enrhumé tout le monde. C'était des vicelards, c'était des malins. Ils s'en sont sortis. Bon, sélection naturelle. Et lui, quand il était promoteur immobilier, il a aussi travaillé avec la mafia, etc. C'est un type quand même qui est assez pragmatique. Je juge pas. Hein, je dis au contraire, c'est bien. C'est si pas tu un permets, saint. Ouais, Rayad, si tu mais permets. quand tu regardes son arrière-grand-père, c'était un coiffeur. C'est des gens, ils viennent de loin, hein, ils ont rien eu. Coiffeur, proxénète, Oui, restaurateur. mais Ouais, voilà. à la limite, ça, c'est pas très important dans le sens où les États-Unis ont été construites par des gens comme ça qui fuyaient un petit peu voilà, qui fuyaient euh, La misère. non, pas la misère, je dirais une espèce de, de La lutte vieille Europe. contre leur courant idéologique et religieux. C'est très souvent des Français, des Anglais, des Irlandais, persécutés. On voit ça avec le Mayflower, hein, persécutés pour des raisons religieuses, et ils sont allés s'installer aux États-Unis pour voilà, Ouais. par liberté. Mais il y a eux, mais il y a à se rappeler qu'il y a à peu près 80 millions d'Américains à la base qui étaient d'origine allemande et nordique, et eux, ils sont venus pour travailler. Tout le C'est vrai. Midwest, c'est des Allemands. Tout le Les, Midwest. les Allemands, c'est la première minorité blanche américaine. Voilà. Voilà. Alors, dans Apprentice, alors c'est pas un biopic sur Trump, c'est avant tout un film sur la relation entre Trump et Cohn. Roy Cohn, qui était l'avocat De la mafia, c'est le diable, ce mec. Ah, mais tu sais quoi, Rayad, je viens de terminer une biographie de Roy Cohn qui s'appelle L'avocat du diable. Et on ne peut pas comprendre, on peut pas comprendre la psychologie de Trump sans avoir fréquenté un petit peu Roy Cohn. Roy Cohn, d'ailleurs, le film le démontre très bien. Il lui a tout appris. En fait, lorsqu'il y a une rencontre, la première rencontre entre Roy Cohn et Donald Trump en 80, on est en 80, non, fin 79, je crois, ou début 80, Donald Trump n'avait presque pas de caractère. C'était un type qui était assez médiocre hein, dans l'immobilier, donc il faisait le joli cœur, c'est un peu un fils à papa à un moment donné. C'est vrai, un fils à papa, bien éduqué, 1m90, blond, yeux bleus, tu vois, assez arien hein, comme phénotype. Et c'est lorsqu'il y a, en fait, très rapidement, hein, son père, Fred Trump, est accusé par la mairie de New York de faire pratiquer du racisme envers les locataires afro-américains. Ce qui était vrai, son père était un gros raciste. Ah, mais ce qui était totalement vrai. Ah ouais. Ce qui était totalement vrai. Il a même accepté de payer une amende pour qu'on lui lâche la grappe. Il a reconnu. Hein. Il faisait des logements pour expliquer aux gens. Le père de Trump était déjà promoteur immobilier dans un endroit juteux à New York. Non, justement, dans la banlieue de New York, Riyad. Oui, pardon, voilà. C'est Donald qui fait entrer le mobilier. Il construisait des logements pour classe moyenne et il faisait tout pour pas qu'il y ait de black. Voilà. C'est ça. C'est son père, c'est pas lui. Et après, on peut comprendre. Hein. On peut le comprendre parce que les blacks, c'était souvent des mauvais payeurs. Arrête. Non, s'il te plaît, on parle après, de classe moyenne. C'est un autre débat. Je te parle pas. Attends, excuse-moi. Ouais. C'est important quand même de revenir là-dessus, Arsenio. Les blacks aux USA, c'est pas que des mecs qui sont dans des gangs et qui sont dans des situations pauvres. Il y a toute une bourgeoisie black même à l'époque. Il y a des gens dans tous les milieux. Donc voilà. Donc un mec qui refuse l'accès à des gens basés sur leur couleur de peau, c'est non seulement un gros fils de pute pour moi, je me le permets, mais il est inexcusable. Là, on parle pas de blacks du ghetto qui arrivent avec des guns et qui font la fête tous les jours.